Bonsoir, bonsoir. Vous êtes dans votre magazine Genre et Volontariat. C'est un nouveau numéro. Nous venons vers vous pour vous sensibiliser, pour parler des problèmes de santé publique. Et pour ce soir, vous nous suivez de Makiso, vous nous suivez de Walungu, vous nous suivez de Matadi, Boma, Tchela au Congo central. Soyez le bienvenu dans votre magazine Genre et Volontariat. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité de ce soir. Bonsoir, Dr Placide Crispin Manzombi. Bonsoir, Symphorien. Docteur Placide Crispin Manzombi est spécialisé dans la prise en charge des drépanocytaires que nous appelons les anémiques ou anémies SS à mauvais langage. Docteur, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Comment allez-vous? Ça va, Symphorien, ça va. Docteur, ensemble, nous avons sensibilisé, parlé de la drépanocytose. Nous revenons encore pour améliorer la qualité de vie des drépanocytaires. Nous allons commencer avec le tout premier volet, la scolarité des enfants drépanocytaires. Comment ça se passe? La rentrée scolaire a eu lieu il n'y a pas longtemps. Ces enfants ont droit à la vie, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à la prise en charge. Comment se prépare, comment s'accompagne la scolarité d'un enfant drépanocytaire? Quels conseils pouvez-vous donner aux parents? Qu'est-ce qu'ils doivent s'attendre? Merci Symphorien pour la question. C'est une question capitale dans la prise en charge des drépanocytaires. Je commencerai par dire que l'enfant ou l'adulte drépanocytaire est une personne humaine qui peut étudier, travailler et devenir responsable. C'est ainsi que nous conseillons que l'enfant drépanocytaire aille à l'école, étudie, pour deux raisons. La première est que si le sujet drépanocytaire a des connaissances dans sa tête, il comprendra mieux les recommandations que les médecins vont lui donner pour sa vie. Il le comprendra mieux. Et il comprendra mieux pourquoi il doit prendre tel médicament tous les jours, pourquoi il doit suivre telle règle de sa vie tous les jours, parce que il a étudié et il comprend un minimum. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que le sujet drépanocytaire doit apprendre, tant soit peu, un métier. Il étudie, cela aboutit à un travail. Il doit travailler. Il doit travailler pourquoi? Pour avoir ses propres revenus et faire face à ses dépenses de santé lui-même. Nous avons écrit dans notre vieux livre que j'ai déjà présenté que le sujet drépanocytaire, autour de 25 à 30 ans, qu'il n'a ni formation, ni apprentissage d'un métier, ça devient aussi un facteur qui peut le tuer. Parce que les parents qui ont pris en charge ces jeunes hommes, 25-30 ans avant, ils ont pris de l'âge. Peut-être qu'ils sont retraités. Ben, il doit être autonome. Peut-être qu'ils sont décédés. Donc il doit devenir autonome. S'il ne devient pas autonome, c'est un facteur de risque aussi qui peut le tuer. Parce que s'il étudie, qu'il a un travail, il sera lui-même aller à l'hôpital, payer les frais. Voilà. Le médical. Okay. Maintenant, voilà, 1 mois et demi, il y a eu rentrée scolaire dans notre pays. Amener les enfants drépanocytaires à l'école comme tous les autres enfants, payer le Minerval, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il doit étudier. Et au niveau de l'école, il y a quelquefois un problème de compréhension. Lequel, professeur? Ces malades drépanocytaires ne peuvent pas avoir le même comportement dans les exercices physiques violents. Il nous arrive que surtout des professeurs de gymnastique, de cours d'éducation physique, traitent ces enfants comme des nuls, que vous ne pouvez pas faire la gymnastique. Il nous arrive qu'on l'oblige à courir, on l'oblige à faire la natation, et de l'école, la crise commence
on appelle les parents, ils se retrouvent chez nous à la clinique. Donc les écoles doivent comprendre que ces enfants drépanocytaires, on ne peut pas les soumettre à des exercices physiques violents, à des travaux qui demandent un peu plus de force physique. Docteur Manzombi, je ne vous interromps pas, donc ces enfants doivent être classés parmi les enfants fragiles. Ce sont les enfants fragiles. Une idée m'est arrivée en tête. Je salue l'ancien ministre de l'Éducation qui s'appelait Maker Mwangu. Il a fait sortir une lettre circulaire qui était intitulée Situation des élèves drépanocytaires dans le milieu scolaire. Et souvent nous sommes confrontés à ça. Il y a un professeur qui ne veut pas comprendre l'enfant. Comprenez? Il faut comprendre ces enfants. Et quand il arrive avec sa gourde d'eau pour boire, il doit continuer à boire. Et quand il demande de se soulager, d'aller faire pipi, il faut autoriser. Il ne faut pas le mettre dans le lot du caprice de l'enfant. Non, ne mettez pas ça. C'est une nécessité, c'est sa vie. Donc l'école doit être conditionnée sur comment prendre en charge cet enfant. Ces malades dans les milieux scolaires. Même les maîtres ou les maîtresses dans la salle doivent tirer attention. Non, tu dois boire de l'eau, ils doivent suppléer aux recommandations des parents. Voilà, exact. Ça doit se passer comme ça à l'école. Et si par hasard, un enfant, pour une raison de crise, une raison de douleur, a manqué à une interrogation, à un examen, il faut que l'école essaye de récupérer ça, de lui faire passer l'interrogation, de lui faire passer l'examen après. En plus de ça, vous voyez aujourd'hui, il y a une menace de pluie. Quand le drépanocytaire est dans la salle de classe et qu'il y a une menace de pluie comme ça, où il pleut, ne le faites pas sortir. Il vaut mieux que les parents, souvent les parents qui nous fréquentent, nous leur demandons s'il y a menace, allez vite à l'école, récupérer l'enfant. Mettez-les peut-être dans un taxi, dans une voiture et il rentre à la maison. Donc lui ne doit pas avoir la pluie sur lui. Oui. La pluie est une cause de la crise. Ok. Les salles de classe trop fermées, trop chaud, où les enfants transpirent, il n'y a pas d'aération. Ce sont des causes de crise. Donc, docteur, voici il faut que la salle soit aérée. Docteur, si je comprends bien, même les téléspectateurs qui nous suivent, s'ils comprennent bien votre explication, quand un enfant drépanocytaire va à l'école, s'il n'a jamais fréquenté cette école-là, les parents devraient informer. Le médecin devrait expliquer aux parents ce qu'ils doivent dire à l'école. Exact. Ça, c'est le tout premier démarche. Voilà. Donc, dans la démarche, la toute première démarche serait que le médecin explique aux parents comment l'enfant doit être pris en charge à l'école. C'est que l'école doit faire et c'est que l'école ne doit pas faire. Des recommandations. Voilà. Maintenant, on commence par la toute première des recommandations. Qu'est-ce que l'école doit faire? Quand un enfant, pour la première fois, ils n'ont jamais eu des enfants drépanocytaires dans cette école, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent mettre l'enfant à un endroit où il y a une aération. Vous voyez, il y a des écoles, par exemple, où il y a un mur d'un côté et des fenêtres d'un autre côté seulement. Vous voyez, l'air ne passe pas. Mettez cet enfant-là du côté de la fenêtre. Ils doivent garder l'enfant à l'école quand il y a pluie, par exemple. Et ils doivent permettre à l'enfant de boire de l'eau, même dans la classe. Ils doivent permettre à l'enfant de se soulager, d'aller uriner, même quand il en a besoin. Ils ne doivent pas l'obliger. Ils ne peuvent pas l'obliger à faire des exercices physiques qui nécessitent une certaine violence comme tous les autres enfants. Non. Ces exercices-là peuvent favoriser la venue des crises. Mais docteur, en vous entendre parler, donc un élève drépanocytaire ne peut pas être inscrit dans n'importe quelle école où il n'y a pas de toiture, vous avez que des tôles, il n'y a pas d'aération. Donc tout ça, dans le choix où on va placer l'enfant drépanocytaire, ça doit compter pour les parents. C'est vrai, ça doit compter. On ne peut pas le mettre dans une salle complètement fermée. Où il y a trop d'élèves, par exemple. Trop d'élèves, une salle qui doit prendre 20, il y en a 50, 100. Là, le drépanocytaire se sentira mal.
Non, il se sentira mal, il ne pourra pas tenir. J'ai reçu des drépanocytaires. Vous savez, nos auditoires dans les universités sont maintenant inondés. Voilà, un auditorium qui était prévu pour 300 étudiants, maintenant c'est 1000 qui fréquentent ça. Dans le drépanocytaire ne va pas se retrouver. Il y a des drépanocytaires qui sont tombés dans ces auditoriums. Syncope carrément. Oui, qui sont venus nous voir rapidement parce que ils transpiraient tellement, il était étouffé, pas d'oxygène dans cet auditorium-là, et il est tombé et la crise a commencé. Donc il y a quand même certaines conditions qu'on exige pour mettre les drépanocytaires en classe. Nous ne disons pas que les écoles doivent les refuser, non. Ils doivent étudier, mais aérer un tout petit peu, ce n'est pas vraiment de la mer à boire. Docteur, mais il faut expliquer à ces écoles, c'est parmi les conditions pour leur maintenir en vie, pour améliorer leur qualité d'existence, parce qu'eux sont fragiles par leur maladie. Parce que certaines écoles, docteur Manzombi, il y a plein d'exigences, mais il faut aussi passer ce message que c'est cette manière-là d'améliorer leur qualité d'existence. Exact. Si on passe outre les recommandations que nous donnons, mais l'enfant sera malade tout le temps. Les mêmes recommandations nous donnons aux parents à la maison. Vous ne pouvez pas les laisser dans une chambre où il y a des moustiques qui courent à gauche à droite, il y a des cancrelats là à gauche à droite. Vous ne pouvez pas le faire dormir dans une chambre très fermée. Donc là, nous quittons l'école. Là, maintenant, nous allons à la maison. Nous rentrons à la maison. Les mêmes recommandations nous donnons aux parents à la maison, ça doit s'appliquer aussi à l'école. Vous comprenez? La même propriété. Hein? S'il n'y a pas de toilettes à l'école, mais c'est dommage. Qu'est-ce que vous voulez que nous en fasse? Vous comprenez? Ou si les toilettes ne sont jamais nettoyées. Qu'est-ce que vous voulez que nous en fasse? Je ne suis pas là pour aller faire la ronde des écoles pour savoir que non, dans ces conditions, le drépanocytaire pourra tenir ou dans ces conditions, il ne tiendra pas. Non. Donc, nous exhortons les écoles à comprendre cet état-là. En général, quand j'ai reçu des enfants qui viennent de l'école et qui ont commencé la crise là-bas, nous avons cette lettre circulaire que nous envoyons à l'école. Quelquefois, certains parents, vous comprenez la drépanocytose, certains parents n'informent pas l'école. Parce que le réflexe de cacher les enfants drépanocytaires, ça existe chez tous les Congolais. Tu es venu ici, on a envie d'étaler nos problèmes. Excusez, tu es venu ici plusieurs fois. Aucun parent ou quelques rares parents ont accepté de parler à la télévision. Parler avec vous à la télévision. Et des rares parents ont accepté de filmer leur enfant. Vous comprenez? Mais la même chose se passe, le même secret qu'ils gardent, qui ne sert à rien, qui ne font que détruire la... Parce qu'ils prennent comme c'est tabou, c'est une honte. Voilà. Ils nous ont la malchance. Et ils n'informent pas l'école que cet enfant est drépanocytaire. Alors que l'école doit être informée. Docteur, il y a un élément. Donc on a parlé des écoles, ceux de l'université aussi vont comprendre parce que c'est dans les mêmes conditions. Donc ils doivent étudier dans des conditions qui sont bonnes et minimum acceptables. Oui. Docteur, maintenant il y a un élément que les téléspectateurs et ceux qui vont aussi nous suivre à la radio doivent savoir. Pourquoi le drépanocytaire doit régulièrement, chaque jour si je peux le dire, prendre 3 produits que vous connaissez. Qu'est-ce qui se passe dans leur organisme? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Parce que vous allez parler de production, vous allez parler de consommation. Ensemble, avec cette approche pédagogique, j'espère que nous allons comprendre. Ah, ça c'est une bonne question, Symphorien. Pourquoi le drépanocytaire doit prendre certains médicaments tous les jours? Le drépanocytaire est né avec un grand handicap, un handicap biologique. La maladie se trouve, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, dans le sang. Même si le malade vous dit j'ai mal à la jambe, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, l'origine du problème ce n'est pas la jambe, ce n'est pas le dos. L'origine du problème c'est le sang. Et dans le sang, c'est le globule rouge. Et dans le globule rouge, c'est l'hémoglobine. La drépanocytose est une hémoglobinose. Donc une maladie de l'hémoglobine.
de pigments rouges qui se trouvent dans le globule rouge de notre sang. Et c'est ce qui donne la coloration rouge de ce sang-là. Quel est le rôle de l'hémoglobine dans notre corps? C'est cette hémoglobine qui capte l'oxygène, mon pépé, l'oxygène au niveau des poumons et qui transporte cet oxygène dans tous les corps. Tous les organes de notre corps, du cerveau, les yeux, vous descendez jusqu'au niveau des orteils, ont besoin de cet oxygène-là. Et il y a 3 types de médicaments jusque-là. Parce que vous savez, dans la drépanocytose, les médicaments qui étaient donnés il y a 30 ans, il y a 50 ans, ce ne sont pas les mêmes. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans l'étude de cette maladie. Il y a des médicaments qui ont été abandonnés. Vous savez même qu'il y avait des médicaments, des anti-goutteux contre l'acide urique qu'on donnait. On croyait qu'il y avait des dépôts d'acide urique dans ces articulations, alors que ce n'était pas ça, c'est passé. Aujourd'hui, je peux le citer, nous n'avons qu'un médicament que nous donnons qui s'appelle hydroxyurée Hydrea. Il y a un autre, mais c'est la même molécule qui s'appelle cyclose. C'est la même molécule hydroxycarbamide. Nous avons l'acide folique. C'est un petit médicament qui ne coûte rien, hein, mais qui est très important pour le corps du drépanocytaire. Nous avons un vieux antibiotique qu'on appelle la pénicilline, ou avec son corollaire, donc l'amoxicilline, c'est aussi la famille de pénicilline. Tout à fait. Et nous avons régulièrement la prise des vaccins. Ça se fait à l'hôpital, que les drépanocytaires doivent prendre. Je donne un exemple simple. Imaginez une usine de production. Production de tout, du riz, production de maïs, de téléphones, de télévision, de chemises, tout ça. Le médicament appelé acide folique intervient dans la production de ces globules rouges. Ok? Tout à fait. Le médicament appelé Hydrea, nous appelons ça le médicament de la rhéologie sanguine, intervient dans le transport de ce qui est produit au niveau de la moelle osseuse, parce que les globules rouges sont produits dans la moelle osseuse. La moelle se trouve dans l'os, dans nos os. Le médicament appelé pénicilline essaye de déblayer, d'ouvrir la route. S'il y a un microbe, il essaye d'intervenir pour que les globules rouges passent mieux et arrivent au site de consommation. Le site de consommation, c'est notre organisme. Le cerveau, le rein, le foie, le poumon, le cœur, les os, les muscles. C'est là où cet oxygène-là est consommé pour donner de l'énergie à notre corps. Tout à fait. Maintenant, quand vous avez produit, vous avez transporté, vous voyez, la route doit être libre. C'est la pénicilline qui ouvre la voie. C'est comme si on quittait Bukangalonzo, où on est en train de produire, on amène ça aux Andes pour vendre, par exemple. Voilà. Vous avez amené 100 sacs de maïs. Il faut que la production, c'est à Bukangalonzo. Le transport de Bukangalonzo jusqu'à Kinshasa doit être assuré. Et le maïs est stocké quelque part. Voilà. Dans un dépôt. Ce dépôt-là, si vous ne protégez pas le dépôt, on peut voler le maïs. Voilà. La protection chez les drépanocytaires est assurée par les multiples vaccins qu'ils prennent. Voilà. Vous comprenez? En fait, ce sont des gendarmes qui essaient de protéger la production qu'il y a eu. Vous comprenez? Voilà, donc imaginez-vous un peu cette chaîne de production-là. Production, transport, protection et consommation. Donc, docteur, si on peut récapituler, on prend Bukangalonzo, là c'est là où se trouve l'acide folique. L'acide folique intervient à ce niveau-là. Là, Bukangalonzo, c'est la moelle osseuse. Donc, Bukangalonzo, c'est la moelle osseuse. Okay. On produit le maïs. Voilà, et l'acide folique, c'est l'ouvrier de là. C'est l'ouvrier qui produit. C'est elle qui produit. Voilà. Et là, maintenant, il faut transporter, route des dessertes. Voilà. De Bukangalonzo jusqu'à la place de consommation. Voilà. Et cette route, comment vous l'appelez? Quel est le produit qui est là? C'est la circulation qu'il y a dans notre corps. Dans le corps, voilà. C'est l'Hydrea qui assure cette circulation. C'est le produit, ce qu'on appelle abusivement médicament Hydrea, voilà, qui facilite ce transport-là. Voilà, qui va faciliter ça.
Et là, maintenant, on arrive au grand marché où les produits de Bukangalos ou les sacs de maïs ont été acheminés. Voilà. Pour la vente. Il faut protéger, c'est ça? Il faut protéger pour qu'on ne vole pas. Le temps de vendre petit à petit. Voilà. Là, ce sont les vaccins. Les vaccins qui protègent. Dans les maguignas, la sécurité, voilà, les sécurités, les policiers. Ce sont ces vaccins-là. Ce sont les Parce vaccins. que quand vous vaccinez, il y a production d'anticorps. Les anticorps dans notre corps, c'est comme des gendarmes. Comme l'armée qui nous protège vis-à-vis des agresseurs. Et c'est à cause de cela que le drépanocytaire est obligé de prendre ces médicaments régulièrement. Sans ça, tous les jours. Sans cela, il néglige l'acide folique. Qu'est-ce qu'il va produire? Il néglige l'hydréa ou le cyclose. Qu'est-ce qui va assurer le transport? Il néglige les vaccins. Qu'est-ce qui va assurer la protection? Vraiment. Je crois qu'on peut comprendre. Donc là, les parents, tous ceux qui doutent, non, Ayoki bien, Yannick Ayoki bien, Toko Tika, quand il a une crise, on va à l'hôpital. Non, là c'est une erreur. C'est vraiment l'erreur. On ne soigne pas le drépanocytaire comme ça. Par rapport au produit, l'efficacité du produit, l'impact du produit, ça prend combien de temps? Prenons le produit que nous appelons l'hydréa, qui a été beaucoup étudié. Quand vous prenez l'hydréa aujourd'hui, l'effet de l'hydréa se fait sentir sur le corps 6 mois après. 6 mois. 6 mois après. Donc c'est un paquet, ce sont... La drépanocytose, c'est la prévention surtout. C'est l'entretien. Moi, j'ai toujours posé la question, parlons à tous les Congolais, à tous les Africains. Est-ce que le mot entretien existe dans votre langue? Prenons en Lingala, en Chiluba, en Swahili, en Kikongo. Entretien, c'est quoi? Vraiment, dans ma connaissance, je ne connais pas. Il n'y a pas de mot entretien et nous avons des pesanteurs culturelles très sérieuses pour ce qu'on appelle entretien. Entretien, c'est pas Kobongisa? Non, je ne pense pas. Entretien. Donc la drépanocytose est une maladie qui demande de l'entretien perpétuel. Alors, quand il n'y a pas d'entretien, le drépanocytaire ne sait pas vivre. Malheureusement, nous n'avons pas dans notre culture cette notion d'entretien. On n'en a pas. Nous, c'est, bon, je suis malade, je suis guéri. Dans les maladies génétiques en général, il n'y a pas que la drépanocytose. J'ai beaucoup cité ça. Est-ce que vous avez changé les albinos? C'est une maladie génétique. Est-ce que vous avez changé des hémophiles? C'est une maladie génétique. Est-ce que vous avez changé des nez? C'est une maladie génétique. Les autistes aussi. Vous avez changé les autistes, c'est une maladie génétique. Mais pourquoi on croit seulement que c'est la drépanocytose qu'on va changer? Qu'on peut guérir aussi on utilise le terme guérir, que je n'utilise jamais. On améliore la qualité de vie des malades qui ont ces maladies génétiques. On ne le guérit pas. Ah, donc, docteur, la drépanocytose est une maladie génétique et héréditaire, telle que l'albinisme, oui, l'autisme, tel que le nanisme. Donc, de la même manière qu'on peut tel que la thalassémie, tout ça, de la même manière. Donc, on ne peut pas guérir ces maladies-là. On ne peut guérira pas la drépanocytose. On essaye de améliorer par des conditions, par l'entretien. On améliore la vie. Mais on donne une qualité de vie à ces malades-là. Excusez-moi, mais au médecin aussi incombe aussi cette erreur parce que les termes aussi à expliquer. Parce que si vous dites aux patients, aux parents que non, papa, maman, mon tio est awa, biso bono saka entretien ya mwana na yo. Parce que au changeant nzamba sali bongo. Donc yo il faut zalaka na biso libala ya libela ozana hôpital oyaka olandelaka. C'est pas ce message là. Parce qu'aujourd'hui vraiment vous sentez que même ceux qui nous suivent à la maison, mais moi réseau font moi. Oui, je vous ai dit plusieurs fois que les parents des drépanocytaires ou les drépanocytaires doivent consulter des médecins qui connaissent la drépanocytose. Parce que la drépanocytose ce n'est pas quand on termine une faculté quelque part,
on est en blouse blanche qu'on connaît la drépanocytose. C'est une spécialité. Il faut consulter, chercher des médecins qui connaissent la drépanocytose. Un généraliste ne peut pas... Un généraliste qui est dans la filière drépanocytose, oui. Un pédiatre... Mais non, mais voilà, tu commences à me citer. Voilà, la médecine est subdivisée. Chirurgie, pédiatrie, je ne sais pas, médecine interne, cardiologie, néphrologie. Vous comprenez? Donc tout ça, ce sont des spécialités de la médecine. Donc n'allez pas, parce que vous avez un enfant drépanocytaire, consulter n'importe quelle blouse blanche. Il ne connaît pas la drépanocytose, vous allez lui faire mal à la tête pour rien. Il ne connaît pas c'est quoi, pourquoi on prend ces vaccins. Il ne connaît pas. Il faut y avoir une explication avant de dire, écoutez, je vous conseille de faire ça. Vous devez connaître d'abord la physiologie, la physiopathologie. Vous devez connaître la maladie avant de conseiller à un malade. Mais si vous ne connaissez pas, vous ne saurez quoi dire. Vous comprenez? Consultez des médecins qui sont dans la filière drépanocytose. Mais si vous consultez n'importe qui derrière la maison, ben écoutez, il va vous raconter n'importe quoi. Il y a des malades qui viennent ici, ben docteur Nanga Lobaki qui soy yo, tika na yo, Lobaki Nanga Idrea, tika na yo komelate. Ton pasteur Nanga Lobaki tika bakano wana kosimate, tika kisi. Ok, je ne refuse pas. Ça me pousse à glisser et à donner conseil à nos frères, les tradis praticiens. Vous comprenez? Nous ne sommes pas contre eux. La médecine traditionnelle, nous ne sommes pas contre eux. Mais qu'ils disent la vérité à la population. Qu'ils comprennent que les maladies génétiques, les maladies héréditaires, cette personne est créée comme ça. Ils ne changeront rien. Qu'ils n'aillent pas à la télévision aller dire que je vais effacer le S. Ou je vais changer le S par telle portion, par telle racine, parce que c'est faux, archi faux, je le dis. Et j'ai l'autorité de le dire, j'ai des connaissances de le dire en face de notre République. Tous ces tradis praticiens, ce sont des faussaires, c'est faux. Ce qu'ils disent à la télévision. Donc personne ne peut personne ne les guérira par une prise d'une potion, par une pommade. Non. Même l'hydroxyré, l'hydré que nous donnons, ça ne guérit pas la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique qui pourra être, si on peut parler de guérison, guérie que par des manipulations génétiques. Que nous n'avons pas ici, voyons. Et même qui ne sont même pas avancés dans le monde. Vous allez casser des chaînes prévues que Dieu a créées pour le croyant. Vous cassez, vous introduisez ça, vous introduisez ceci. Pour que ça change, ça devient des chaînes qui peuvent faire du bien à l'homme. D'où le sens de manipulation génétique. Manipulation génétique. Parce qu'il manipule. Mais voilà. Ça ne sera guéri que par ça. Mais pas par une racine qu'on a fait bouillir, par une graine, par un comprimé. Non, 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 non. Mais docteur, deux fois les gens disent docteur, voilà notre culture. C'est ça le mal des pesanteurs culturels. Docteur, excusez-moi, nous ne reconnaissons pas qu'on peut vivre avec une maladie. On vit en améliorant la qualité de vie. On peut vivre avec la drépanocytose. Ce n'est pas que quand on est né drépanocytaire, on est condamné, c'est la mort. Non. On peut vivre. Est-ce que les albinos ne vivent pas? Ils vivent. Les nés ne vivent pas? Ils vivent. Les autistes ne vivent pas? Ils vivent. Les drépanocytaires ne vivent pas? Ils vivent. Voilà. Et nous, tout ce que nous devons faire, comment il peut bien vivre? C'est ça que nous devons accepter. C'est ça que nous devons comprendre. Et pas tout le temps guéri, guéri, guéri. Ça, c'est la bassesse. On ne guérit pas tout. Vous comprenez? Donc, la drépanocytose, je le dis aujourd'hui, on fait vivre ces malades. Ils deviennent des responsables. Ils travaillent. Mais on ne les guérit pas. Abandonner les termes guéris dans les maladies génétiques. Employons plutôt entretenir. Par exemple, améliorer la qualité de vie. Améliorer la qualité de leur vie. Mais docteur, maintenant, la relation drépanocytaire-hôpital, relation ménage, parents, hôpital, pour un drépanocytaire, un enfant drépanocytaire, comment cela doit être géré? Parce que les gens pensent que non,
j'ai le produit, j'ai le conseil du médecin, donc quand il y a des crises, je vais voir le médecin. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a un suivi qui doit être établi continuellement avec l'hôpital? C'est là où je dis que le terme entretien n'existe pas dans notre culture. Parce que toutes ces maladies génétiques demandent un suivi médical régulier. Surtout quand les enfants sont jeunes, un suivi mensuel. C'est recommandé, nous le disons tout le temps aux malades. Mais bon, quand on remarque que l'enfant se sent un peu bien pendant 6 mois, on oublie. Mais vous ne savez pas que la drépanocytose en dessous est en train de ravager, de ronger petit à petit, et il finira par faire une crise qui risque de l'emporter. Parce que vous avez oublié le suivi. Tout à fait. Donc, le drépanocytaire, quand nous disons, le matin, en français, on ne comprend pas. Le drépanocytaire vit entre la maison, les écoliers, l'école et l'hôpital. Pour l'adulte, le travail, la maison et la maison, le travail et l'hôpital. Il doit régulièrement, au moins une fois le mois, passer voir son médecin. Qu'il soit malade ou pas. Qu'il soit malade ou pas. Ou bien faire son contrôle. Oui. N'attendez pas les crises. Si vous attendez les crises, là vous risquez de perdre le malade. Mais docteur, ceux qui disent que non, la drépanocytose c'est beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses, allons-y seulement quand il y a vraiment nécessité. À cela, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Dans la drépanocytose, ce n'est que la prévention qui compte. La prévention. Et toujours la prévention. Vous êtes là, la drépanocytose dans notre pays, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, est connue. Vous avez eu un enfant drépanocytaire. Avez-vous été prudent avant de vous marier? Nous ne voyons pas que 1 + 1 = 1 dans le mariage, d'accord. Mais marions-nous avec intelligence. Comprenez? Avez-vous fait des examens prénuptiaux? Alors pourquoi vous vous plaignez au niveau des conséquences seulement? Prenez, supportez votre croix de Jésus. Jésus a supporté sa croix jusqu'à la mort, non? Vous avez accepté que nous, docteur, l'amour est très, très fort. Et nous ne pouvons pas. Bon, continuez. Comme l'enfant est sorti malade, cet amour-là reste aussi fort pendant longtemps, jusqu'à votre mort. Vous comprenez? Mais si je m'adresse aux jeunes, c'est maintenant qu'il faut faire le choix. Je l'ai toujours dit, l'amour est aveugle, mais la souffrance ouvre les yeux de cet amour-là. C'est maintenant qu'il faut faire le choix. Il est plus facile d'éviter d'avoir des enfants malades, d'éviter de se marier, que de les supporter. Vous comprenez? Et je glisse toujours en disant que je m'adresse à nos frères, les pasteurs, les prêtres, qui bénissent le mariage. Comment voulez-vous, je vois, j'entends, nous avons fait l'examen, docteur, et nous avons amené le résultat chez les pasteurs. Bon, si le pasteur est médecin, tant mieux. Mais si ce pasteur n'est pas médecin, comment se permet-il d'interpréter ces résultats-là et de vous dire que je peux vous marier? Mais donnez à chacun son travail. Que le pasteur prenne contact avec des médecins, dire écoutez, docteur, j'ai des jeunes couples, je vous les envoie, faites des examens, répondez-moi sous pli fermé, peut-être par une autre voie que ce couple-là, et donnez-moi des conseils et la conclusion. Nous, en médecine, nous disons toujours, ça c'est un couple à risque, ou un couple à haut risque de faire d'avoir tel problème. Bon, le pasteur n'a aucune notion de la médecine. Les jeunes me disent, ton salaire qui examen, ton son ici n'est pas pasteur. Le pasteur a quoi interpréter en Ndengenini. Hein? Alors, je crois qu'il y a des gens qui outrepassent ce qu'ils doivent faire dans la vie. Alors que les médecins sont là, dans tous les coins, ils peuvent. Et des médecins qui connaissent la drépanocytose, ils sont là. Vous comprenez? Alors quand vous induisez ces jeunes en erreur, demain, le pasteur a béni son mariage, il a eu tout ce qu'il a eu,
le bourgmestre a inscrit dans le registre, il a eu ce qu'il a eu, et après un enfant malade, c'est le pauvre médecin qui souffre. Mais où est l'intervention du médecin dans la chaîne de mariage? Il est où? On le consulte où? C'est ça le mal. Il est dans la prière. Ah, vous voyez, c'est ça le mal. Le médecin n'a pas intervenu quand vous êtes marié. Après, les conséquences, c'est sur la tête du médecin. Vous voyez le pauvre médecin. Quand le malade sera là, le prêtre ne sera pas là, le pasteur ne sera pas là, le bourgmestre ne sera pas là. C'est le médecin qui souffre avec ses parents-là. Docteur, malgré tout ça, mais les couples se marient. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un tel couple? Malgré tous ces conseils, ils ont vu le médecin, ils ont connu les résultats, mais non, il faut que tout balanakak. Oui. Les couples se marient et continueront à se marier toujours. Je ne dis pas que nous allons arrêter l'amour ou nous allons, par contrainte, obliger le couple de ne pas... Non. Il y a des libertés individuelles. Hein? Mais nous voulons que vous puissiez vous marier en personne avertie. Un homme averti en vaut deux. Si vous êtes averti et que vous décidez de vous marier quand même, ok, nous sommes d'accord. Mais alors, portez votre souffrance jusqu'au bout. Parce que nous sommes là devant des couples séparés. C'est la maman seule qui vient à l'hôpital ou le papa seul. L'autre partie est révolté. Mais au début là, vous étiez informé ou pas? Vous êtes engagé en personne avertie, en adulte. Alors, assumez vos engagements jusqu'au bout. Nous sommes conscients, c'est symphorien, que nous n'allons pas arrêter le mariage, entre AS, nous sommes très conscients. Mais au moins, nous vous donnons l'information, les conseils. Voilà, si vous faites ça, vous tomberez dans telle difficulté. Mais si vous vous engagez à tomber dans la difficulté, assumez. C'est tout ce que nous demandons. Mais docteur, il y a beaucoup de téléspectateurs, des auditeurs, quand je leur rencontre en cours de route, ou bien qu'ils me croisent, qu'ils me reconnaissent, « Oh, Symphorien, s'il te plaît, le jour que tu seras avec docteur Manzombi, nous voudrions savoir comment reconnaître un porteur, quelqu'un qui est porteur d'un gène, un malade sain. » Comment reconnaître par des signes? Les signes extérieurs, il y en a pas. Il faut Comment? faire les non. C'est faux. C'est faux. Il faut faire l'examen au laboratoire. Si je dis aujourd'hui aux jeunes que voilà, les AS sont comme ça, les S sont, ils ne comprendront pas, ils n'ont pas ces notions-là. Hein? L'œil du clinicien que j'ai, ce n'est pas l'œil que n'importe quel passant a. Hein? Parce que je vous ai dit une fois que moi je peux reconnaître AS. un AS ou un SS à le voir. Je peux, mais la confirmation viendra du laboratoire. Du laboratoire, oui. Oui, ils ne peuvent passer que par le laboratoire, par le dépistage. Alors là, nous avons la confirmation. Mais comme ça, physiquement, c'est difficile. Docteur, c'est déjà la fin de notre entretien si riche. Le temps passe vite. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro du magazine Genre et Volontariat? Symphorien, vous savez, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine, ça fera presque 38-40 ans. Et j'ai toujours essayé de lancer un appel à nos dirigeants, à notre gouvernement, à notre parlement. Et je continuerai toujours aussi longtemps que je serai vivant à lancer cet appel. La drépanocytose est une maladie nationale. Nous les Noirs, qu'on n'attende pas des partenaires qui viendront influencer ou parler de la drépanocytose. C'est notre maladie génétique. C'est notre propre gouvernement qui doit prendre les choses en main. C'est notre propre parlement qui doit voter une ligne de crédit pour la lutte contre la drépanocytose. Mais jusque-là, tout s'écrit. Tous ces plaidoyers que nous faisons ne sont pas encore, toutes les résolutions que nous prenons ne sont pas encore rendues réalité.
Vous comprenez? Il y a un mauvais réflexe que je regrette dans les chefs des non-responsables. Il peut ne pas être responsable, il vient avec l'enfant. Le jour où il devient responsable, il préfère prendre l'enfant, l'envoyer en Europe. Mais c'est pour résoudre quoi? Mais demain, il y aura encore un enfant malade dans votre propre famille. Si vous n'êtes pas papa, vous n'êtes pas frère du drépanocytaire, ni sœur, mais demain, vous pouvez devenir grand-père ou arrière-grand-père d'un drépanocytaire. Donc, ce n'est pas de cette façon-là que nous allons réduire la pression de la drépanocytose dans notre population, mais en agissant réellement, hein, en prenant des lois réellement au niveau du Parlement. Tu sais, les lois, ce n'est pas seulement pour... parce qu'il y a beaucoup qui croient quand nous parlons de lois pour empêcher le mariage. Non. Il y a des drépanocytaires, il a bien étudié. Un jeune homme, une jeune fille bien. Il est engagé quelque part ici. Patron congolais, patron indien, patron libanais, vous connaissez ici. 1 mois, 2 mois après, il fait sa première crise au service. Il fait 1 semaine à l'hôpital, on le chasse du travail. Et s'il n'y a aucune loi qui le protège, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Des drépanocytaires, il rate une interrogation, un examen à l'université, parce qu'il a eu mal, il a dormi à l'hôpital, il rate l'interrogation, on lui colle 0. Mais s'il n'y a aucune loi pour le protéger, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà là où moi j'insiste pour que au prochain Parlement, on puisse, nous sommes là pour le rôle de la matière. Ça ne demandera même pas qu'il y aura des camps à gauche, à droite. Je crois que c'est une matière qui sera votée à l'unanimité. Vous comprenez? Oui, oui. Ça ne demandera même pas de discussion. Mais qu'on vote ces lois-là, et même pour apaiser, pour calmer les bourgmestres. Il dit, écoutez, vous, avant de vous bénir, je veux avoir le document du médecin. Mais le bourgmestre doit être protégé par une loi. Mais s'il n'y en a pas, qu'est-ce que le pauvre bourgmestre va faire? Vous comprenez? Voilà le problème de la drépanocytose. Il faut, je ne cesserai pas, le prochain Parlement qui vient après les élections, penchez-vous sur les lois, les résolutions que nous avons scientifiques, que nous avons données, doivent être coulées sous forme de loi et la loi s'impose sur tout le monde. Merci beaucoup. La loi s'impose sur tout le monde. C'est par cette conclusion que nous mettons un terme à ce numéro du magazine Genre et Volontariat, où nous avons reçu pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi. La drépanocytose n'est pas une fatalité, mais ça ne se guérit pas. Pourquoi? Elle est héréditaire, elle est génétique. Donc là, il n'y a même pas à discuter. Ce que la médecine fait, ce que les médecins font, c'est accompagner, améliorer la qualité de vie du malade par l'entretien quotidien, dont les produits que le docteur a cités. Si vous voulez plus de questions, comprendre, le numéro est au bas de la télévision, vous pouvez appeler et à chaque fois nous vous mettrons en contact avec le docteur Placide Crispin Manzombi. Docteur, nous allons mettre un terme à cette émission. Votre numéro et l'adresse de la clinique. Ben, pour des personnes qui veulent voir docteur Manzombi, la clinique est située sur l'avenue Congolo numéro 9, dans le quartier Joli Parc, en Ngaliema. Et le numéro du docteur Manzombi, c'est 09 98 26 81 53. Je répète, 09 98 26 81 53. Merci docteur pour votre participation. Merci Symphorien. Merci à la grande équipe de Genre et Volontariat qui m'a accompagné. Vous nous suivez sur Kin 24 Télévision et Kin 24 FM. À la prochaine. Ciao.